m'ont dit à 10 ans que j'avais été adoptée. Ça m'a vraiment fait très mal. Elles ont été abandonnées par leur mère biologique. On m'avait dit que ma mère m'avait abandonnée pour des raisons de pauvreté. Il y a eu plein de gens autour de moi et puis je ressemblais à personne. Et alors là, ça m'a fait un choc. Ça m'a vraiment fait un électrochoc. J'ai senti dans mes tripes, mais vraiment, qu'il fallait que je sache d'où je viens, qu'il fallait que je découvre mes racines. Pour connaître enfin leurs origines, elles sont parties à la recherche de leur mère. On m'avait dit que c'était impossible puisqu'on n'avait aucun document. On m'a dit que j'avais un dossier qui était vide. Je ne savais pas où chercher. J'ai toujours espéré en fait, j'ai jamais rien lâché. Même si par moments j'étais pas bien, j'ai dit un jour j'y arriverai. Si quelqu'un reconnaît mon histoire, enfin si ça fait appel à quelqu'un, ces personnes n'hésitent pas à me... Et après des années, elles ont retrouvé celle qui leur avait donné la vie. Elle était très très émue, elle pleurait. C'était un grand moment d'émotion pour moi. Ça a changé ma vie complètement. C'était tellement fort, tellement d'émotions. Je ne sais plus ce qu'on s'est dit. Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi pour découvrir de nouvelles histoires et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. À quelques jours de la fête des mères, nous avons voulu mettre à l'honneur ce lien si fort qui unit une mère à sa fille. Un lien que n'ont pas toujours connu les femmes que je reçois aujourd'hui et pour cause. Elles ont grandi sans celle qui leur avait donné la vie. Pendant des années, elles ont idéalisé cette femme et se sont lancées dans un combat pour la retrouver. Si certaines y sont parvenues, pour d'autres, la boucle n'est pas encore bouclée. C'est ce qu'elles vont nous raconter tout au long de notre émission. Et juste après ces récits émouvants, nous reviendrons sur le parcours de la chanteuse Princesse Erika qui nous dévoilera ses nouveaux projets dans l'histoire continue. À ses côtés, nous retrouverons également Anne qui nous donnera de ses nouvelles. Mais d'abord, ouvrons notre première partie, une vie à l'imaginer. Et saluons Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Que vous évoque le titre de cette première partie? Eh bien, ça m'évoque le fait que oui, moi j'ai idéalisé aussi ma mère biologique, vu que je ne la connais pas, puisque je suis née sous X le 23 janvier 1990. Vous avez été adoptée à l'âge de 4 mois. À quel moment vos parents adoptifs vous ont-ils raconté votre histoire? J'ai pas de souvenir précis en fait du moment où ils m'ont raconté mon histoire, parce que du coup j'ai l'impression de l'avoir toujours su. J'imagine que c'était quand je suis rentrée à l'école, mais j'ai pas de souvenir vraiment précis. En fait, j'avais pas trop de questions quand j'étais plus jeune, donc c'était pas. Enfin, s'il fallait en parler, on en parlait, mais. Ils vous l'ont jamais caché en tout cas. Non, jamais. Alors c'est à l'adolescence que les premiers questionnements sont arrivés. Quelles interrogations sont devenues récurrentes à cette période? Je me suis demandé du coup pourquoi j'avais été abandonnée. C'était vraiment la question du pourquoi, savoir ce qui avait bien pu, déclencher cette décision. Donc voilà, je voulais savoir un peu à quoi à quoi elle ressemblait pour savoir aussi un peu moi si je lui ressemblais. Enfin voilà, c'était vraiment des interrogations sur les circonstances et puis comprendre le pourquoi. Est-ce que ces interrogations vous empêchaient de vivre à l'époque? De vivre, pas totalement, mais c'est vrai que c'était assez récurrent, quoi, mais j'en parlais pas trop. Vous en parliez à vos parents adoptifs? Non, pas vraiment à cette époque-là, parce que je voulais pas les blesser, je voulais pas leur faire peur. Donc je leur en parlais pas. Alors vous êtes devenue une adolescente difficile, pour reprendre vos mots. C'était quoi, une sorte de colère qui vous animait? Oui, en fait, du coup, j'avais quand même pas mal de questions et vu que je n'osais pas les poser, forcément. Il y avait des moments où ça ressortait de façon un peu agressive. Parce que c'est vrai que quand on se pose des questions et qu'on n'a pas les réponses, il y a un moment où on ne sait pas forcément comment réagir. Alors ça se traduisait comment alors, cette colère? Quelques disputes avec mes parents, dont une où un jour je leur ai dit à table, je leur ai dit de toute façon vous n'êtes pas mes vrais parents. Et donc du coup j'étais partie, j'étais pas très fière, donc je suis allée me cacher entre guillemets dans ma chambre et là du coup ma mère avait très bien réagi, elle m'avait glissé un poème sous ma porte, qui parlait un peu de la naissance sous X et voilà.
Et c'est finalement à l'âge de 19 ans que vous avez décidé de déterrer le passé. Vous avez contacté qui? Le CNAOP, donc c'est un organisme qui met en relation donc, les personnes nées sous X, qui tente de mettre en tout cas en relation les personnes nées sous X et leurs parents, et leur mère biologique. Donc j'ai envoyé un courrier et puis quelques mois après, j'ai eu un retour par téléphone et par courrier aussi. Et on vous a dit quoi? On m'a dit que j'avais un dossier qui était vide, que c'était assez rare à ce point-là. Et donc on m'a donné un prénom, le prénom avec lequel ma mère biologique a signé, donc elle a signé Sylvie. Et l'âge qu'elle avait à l'époque, 28 ans. Et l'âge que mon père aussi avait, environ 25 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la fois face à ces maigres informations, au fait que le dossier était vide? Du coup, ça m'a un peu choquée. Je ne m'attendais pas non plus à un dossier si vide. Mais bon, c'est vrai que du coup, j'avais quand même déjà un prénom, donc ça m'a redonné ça. Mais ouais, non, je m'y attendais pas à ce point-là. Et puis. Est-ce que ça a renforcé votre colère? Justement, de ne pas disposer de plus d'informations? Une incompréhension, en fait, parce qu'on avait toujours dit à ma mère avant que ma mère biologique était jeune. C'était ce qu'on lui avait dit quand ils m'ont adoptée. Et là, en fait, c'est vrai que je m'apercevais qu'elle avait 28 ans, donc il y a eu des nouvelles questions qui sont arrivées. C'était des nouvelles interrogations, en fait, qui sont arrivées. Alors, vous avez pris la décision de refermer ce dossier. Vous nous direz tout à l'heure à quel moment vous l'avez rouvert et surtout, quelle découverte vous avez faite. Mais d'abord, on va saluer Yvonne, notre psychologue. Une réaction peut-être, Yvonne, sur le témoignage de Marie. Alors l'histoire de Marie illustre combien c'est difficile parfois de vivre quand on est sans mère et qu'on est sous X. Les questions fusent de toutes parts, dès toute petite. Pourquoi j'ai été abandonnée? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est ma mère? Où est mon père? Parce qu'on parle des mères, mais aussi, vous savez que le père a aussi une existence. L'enfant qui ne connaît pas ses origines biologiques est toujours, comme vous dites Marie, en questionnement. Pourquoi j'ai été désirée? Comment ai-je été conçue? Ça s'appelle la scène primitive. Et ensuite, il y a « je veux la voir ». Et ensuite, on tisse une forme de lien imaginaire avec cette mère ou ce père qu'on ne connaît pas. Donc, on se réfugie dans quoi? On se réfugie dans une forme de solitude parce qu'on n'ose pas l'exprimer. Il y a une forme de honte qui vous habite. Et cette non-expression de ces questions fait qu'on oscille en permanence entre la révolte, la dépression, et enfin la résignation. Et tout ça dans le silence. Donc c'est vrai que c'est douloureux, comme s'il y avait une forme de partie manquante en soi. On est habité par une solitude affective, un vide quasiment viscéral. C'est ce que vous avez ressenti? Oui. Hein? Ouais. Alors on va voir comment Jasmine a vécu tout ça. Bonjour Jasmine. Comme Marie, Jasmine, vous n'avez pas grandi aux côtés de votre mère biologique. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Alors, c'est le souvenir d'une petite fille qui a eu, beaucoup plus facile de se rendre compte qu'elle a été adoptée à cause de la couleur de peau. Donc, on m'a adoptée pour succéder à 2 enfants qui étaient morts auparavant, 2 enfants biologiques. Donc, c'était pas évident de trouver sa place. C'était quand même quelque chose de lourd à porter, de remplacer ses enfants. Et puis, la résignation est arrivée beaucoup plus vite, puisque on m'avait dit que ma mère biologique m'avait abandonnée pour des raisons de pauvreté. Donc voilà. Donc là, il n'y avait pas de questionnement. Alors le besoin d'en savoir plus quand même sur vos origines est finalement arrivé quand vous aviez 41 ans, donc c'est quand même oui, beaucoup plus tard. Pourquoi? Il y a eu un événement qui a provoqué ce déclic? L'événement marquant a été le décès de ma mère adoptive. J'ai perdu mon père adoptif à l'âge de 21 ans et à 41 ans, ma mère. Donc là, je me suis dit, la vie est courte. Si demain, moi, je meurs aussi, je ne serai jamais retournée voir le pays d'où je viens. Et c'est quoi, vous vous êtes sentie autorisée à faire ces recherches-là? Vous ne les avez pas entreprises avant pour ne pas la blesser, votre mère biologique? Non, je ne vivais pas dans la culpabilité. C'est simplement que je me suis sentie seule. N'ayant pas de frère ni de sœur, plus de famille finalement, il fallait que j'essaye de retrouver un lien quelque part. Alors vous êtes arrivée en Inde en décembre 2010 et vous avez choisi de visiter un lieu plein de sens pour vous. Quel premier arrêt symbolique avez-vous fait? La première étape a été de retourner à la pouponnière où on élève les enfants qui sont abandonnés. Et ça a été le premier point de chute.
Alors sur place, vous avez été confronté à la barrière de la langue jusqu'à ce que vous fassiez une rencontre déterminante. Qui avez-vous rencontré? Donc la barrière de la langue, effectivement, ne donnait vraiment pas envie d'entamer des recherches. La Providence a fait qu'on nous a fait rencontrer un avocat qui parlait parfaitement bien le français. Et lui, tout de suite, a dit il faut vraiment faire tout pour essayer de la retrouver. Elle est sûrement pas loin, donc on va tout faire pour la retrouver. Et alors, vous avez fini par obtenir de nouvelles informations? Il y a une sœur au couvent donc, qui était censée se souvenir de beaucoup de choses. Malheureusement, elle ne se souvenait mais plus de rien du tout. Donc, elle n'a pas su nous aider. Il y avait une jeune sœur qui, elle, par contre, connaissait une dame qui venait régulièrement tous les 8 janvier pour faire une prière. Et donc, cette date du 8 janvier, c'est celle qui était sur le certificat de baptême. Et ça lui a mis un petit peu donc, la puce à l'oreille. Le seul problème, c'est qu'elle s'appelait Joséphine. Et sur mon certificat de baptême, il était écrit Sarasvati. Nous l'avons rencontrée, ce n'était pas évident. Donc d'abord, pour être sûr que c'était bien elle, parce que bon, ça aurait pu être une erreur. Voilà, donc l'avocat est d'abord allé la questionner. Il lui a demandé si elle avait des enfants. Elle a dit non. Vous étiez où, vous, à ce moment-là, pendant qu'il allait la questionner? Moi, j'étais restée dans la voiture. On m'avait demandé d'attendre dans la voiture pour voir sa réaction, pour voir si... il se passe quoi, là, dans le cœur et dans la tête, quand on attend dans une voiture en se disant « c'est peut-être ma mère qu'il est en train d'interroger » ? Ah, c'est formidable. Enfin, je veux dire, le cœur s'emballe. Il y a plein de questions qui viennent... en tête. On n'éprouve pas de la peur, de l'anxiété, en se disant peut-être qu'on va être déçu? Oui, est-ce qu'elle va vouloir me voir déjà? Est-ce qu'elle ne va pas me renier? Ou au contraire, est-ce qu'elle va être contente, me prendre dans ses bras? Enfin, alors, donc, aux questions de l'avocat, quand il lui a demandé si elle avait des enfants, elle a répondu non. Il lui a posé d'autres questions? Il lui a demandé si la date du 8 janvier... lui disait quelque chose. Donc là, elle s'est effondrée, elle s'est mise à pleurer en disant qu'effectivement, elle avait accouché un 8 janvier 1968. Et donc, ça correspondait? Ça correspondait à la date de naissance qui était sur le certificat de baptême. Donc lui, l'avocat, il a été complètement Et le prénom? Convaincu. Joséphine? Elle s'est donc faite rebaptiser. Elle a changé de religion. Elle est devenue catholique et c'est pour ça qu'elle s'appelait Joséphine. Alors, vous alliez rencontrer pour la première fois celle qui vous avait mise au monde. Vous nous direz tout à l'heure comment s'est déroulé ce moment unique. Mais d'abord, on va saluer Véronique. Bonjour. Bonjour. Des histoires pleines d'émotions. Hein. Je perçois l'émotion qui vous anime en écoutant les histoires de vos camarades qui font écho, j'imagine, à ce que vous avez vécu. Car vous êtes, comme elle, née sous X. Oui. En quoi vous reconnaissez-vous dans son témoignage? Donc, le témoignage de Marie me ressemble un peu plus, puisque moi, j'étais aussi une ado rebelle, très difficile, un mal-être, mais total. On cherche son identité, on ne sait pas qui on est, voilà. Donc, moi, ce que je voulais, c'est savoir d'où je venais, tout simplement. Vos parents adoptifs, vous avez raconté votre histoire? Ils m'ont dit à 10 ans, pas avant, que j'avais été adoptée. Que ma mère adoptive n'était pas ma vraie mère. J'avais été abandonnée. Donc ça avait fait un choc, on va dire. Et je suis devenue quelqu'un de renfermé. Donc à l'âge de 18 ans, vous avez recueilli quelques informations sur les circonstances de votre naissance. Quels renseignements avez-vous pu recueillir exactement? Au départ, j'ai demandé tout simplement une fiche d'état civil complète, ça s'appelle, pour en savoir un peu plus. Et bon, il n'y avait rien, donc j'ai contacté la DAS qui avait géré mon adoption. Et ils m'ont retrouvé quelques feuilles où il y avait juste marqué le prénom. Je pensais que c'était le vrai prénom de maman, mais ce n'était pas le cas. Et que j'avais des frères et sœurs. Alors moi, j'ai trouvé ça super, puisque bon, dans ma famille d'adoption, j'étais toute seule. Et ça m'a donné encore plus envie de rechercher, quoi, en fait, de trouver surtout.
Donc avec ces indices, vous avez peu à peu rassemblé plusieurs pièces du puzzle. Pendant 2 ans, j'ai cherché un petit peu partout comme je pouvais, mais j'avais pas beaucoup de choses de marquer, c'était difficile. Donc j'ai essayé de contacter une émission qui n'existe plus maintenant pour m'aider et qui m'ont dit au bout de quelques temps, oui, on a retrouvé votre mère biologique et deuxième choc, elle n'est pas prête de vous revoir. Donc, à partir de là, j'ai tout arrêté. Et je suis tombée en dépression, tout simplement. Hein, avec envie de suicidaire, enfin, j'étais plus la même, quoi. Ça m'a vraiment fait très mal. Voilà. Vous gardiez espoir de la retrouver un jour. Et puis, en janvier 2006, vous avez entrepris de nouvelles démarches. Par qui êtes-vous passé à ce moment-là? La même chose que Marie, le CNAOP, on m'a fait connaître par un ami. Il m'a dit, essaye, cette association peut peut-être t'aider. Et en 8 mois de temps, il l'avait retrouvée. Donc ça a été très rapide. Dans l'année, ça a été vraiment quelque chose, quoi. Alors ils l'ont retrouvée, ils lui ont demandé si elle acceptait de vous rencontrer. Parce qu'il faut l'accord de la mère biologique, elle a dit bien sûr. Puisqu'elle aussi était en recherche de son côté, que je ne le savais pas, pour me retrouver. Donc qu'est-ce que vous avez entrepris à ce moment-là? Disons, j'étais un petit peu perturbée de tout ça, j'y croyais pas, puisque on m'avait dit, ça y est, on retrouve ta mère, est-ce que tu veux la voir? Oui, bien sûr, mais bon, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai dit, enfin, une émotion, mais je ne peux même pas, qui m'a submergée, en dire, mais ça y est, j'y suis arrivée, quoi. J'arrive au bout, je vais la retrouver, quoi, d'ici peu. Et jusqu'au dernier moment, c'est vrai que j'y croyais pas, hein, en fait. Après toutes ces années de recherche. Vous avez été émue de savoir qu'elle acceptait de vous revoir et que de son côté, elle aussi voulait vous retrouver? Oui, tout à fait. Ça m'a énormément touchée. Et alors voilà, vous avez dit que d'années perdues, que d'espoir ôté pour rien, finalement. Non, pas pour rien, parce que j'ai dit, maintenant, c'est sûr qu'on va se retrouver, on ne pourra pas rattraper le temps perdu. Mais voilà, j'ai toujours espéré, en fait, j'ai jamais rien lâché. Même si par moments, je n'étais pas bien, j'ai dit un jour, j'y arriverai. Voilà. Alors, un mois plus tard, vous avez enfin pu faire la connaissance de cette femme qui vous avait tant manqué durant toutes ces années. Vous nous raconterez tout à l'heure comment se seront passées vos retrouvailles. Mais d'abord, nous allons faire la connaissance de Milena. Bonjour Milena. Alors, vous, Milena, vous êtes née en Colombie et vous êtes arrivée en France à l'âge de 5 semaines. Quels souvenirs gardez-vous de cette période? Pas les 5 semaines, mais après. Ma petite enfance, de très bons souvenirs. Et puis, depuis tout le temps, j'ai toujours su que j'étais adoptée. On est 6 enfants dans la famille, on est 5 adoptés. Et, donc ça n'a jamais été forcément un sujet tabou. Parce que ça se voyait qu'on était adoptés. Et puis... 5 d'origines différentes? Moi, je suis colombienne et mes frères et sœurs sont indiens. Et puis, il y a mon grand frère qui est fait maison. Qui est fait maison, quoi. Qui est fait maison. À l'âge de 12 ans, vous avez fait une première découverte sur votre histoire. Laquelle? En fait, ça rejoint un peu, c'est en cherchant mon certificat de baptême. J'ai découvert mon nom de famille, un nom de famille dessus, et que c'était mon nom de famille colombien. Donc au début, j'étais pas très sûre, et puis ça s'est bien confirmé que c'était moi, que c'était bien mon nom de famille colombien. Donc j'étais très fière de ce nom de famille. Ça m'a apporté... une fierté et puis quelque chose auquel me rattacher, puisqu'à la maison, comme mes autres frères et sœurs étaient indiens, on parlait plus de la Colombie, plus de l'Inde que de la Colombie. Et du coup, là, j'avais quelque chose de colombien. Donc j'étais très fière, mais ça s'arrêtait là. C'était quoi ce nom dont vous étiez très fière? C'était Moyano. Donc j'étais très fière de ça. Et du coup, je le mettais, je me rappelle à l'école, je mettais ce nom sur mes copies, parce que oui, j'étais fière de ça. Et j'avais pas besoin de plus parce que j'avais peur en fait je savais pas où chercher et puis c'était mon petit truc à moi, quoi, pour pas blesser ma maman. C'était ma petite chose à moi et puis voilà. Alors à quel âge le désir de retourner vers vos racines, à quel âge ça vous a pris? Quand j'avais 24 ans, donc il y a 10 ans, j'avais envie de partir en Colombie parce que moi ma situation était pas... ma situation amoureuse n'était pas terrible, ma situation
enfin, voilà, je stagnais dans mes études. Et donc, j'ai décidé de partir en Colombie parce que j'avais eu un amoureux d'origine sud-américaine. Et puis, en fait, le fait de commencer à parler espagnol, d'essayer d'apprendre l'espagnol, ça m'a donné envie, en fait, de connaître un peu plus. Et du coup, j'ai senti ce désir d'aller en Colombie, d'en savoir plus sur mes origines et d'y aller, du coup, avec ma maman. Donc, voilà. Alors, vous êtes partie en juillet 2004 pour la Colombie, accompagnée de votre mère adoptive. Quelle a été la première étape de ce voyage ? L'étape la plus importante, la visite de l'orphelinat, de là où je venais. Donc j'avais pris contact avec l'orphelinat pour leur rendre visite, parce que je voulais consulter mon dossier en fait à l'orphelinat. Et donc quand j'ai visité l'orphelinat, j'ai été très, très satisfaite d'un côté et d'un autre pas du tout. Ça, je ne m'attendais pas à ça en fait, donc c'était un orphelinat très riche et moi j'avais une image d'Épinal des orphelinats plus simples, plus modestes. Donc j'ai pas cherché à garder plus de contact avec cet orphelinat. Par contre... Comme si vous étiez déçue Oui, un peu. Parce que vous vous êtes dit quoi votre mère aurait été très pauvre, ça vous... En fait, c'est ça, on se fantasme des choses, on s'imagine des choses. Vous avez dit, si j'étais dans cet orphelinat aussi cossu, ça veut peut-être dire que ma mère avait les moyens de me garder, c'est ça que vous êtes dit ? Il y a eu plein de questions, oui, voilà, pourquoi cet orphelinat est comme ça oui, est-ce que ça a apporté d'autres interrogations quoi, sur l'abandon. Est-ce que vous avez pu obtenir d'autres informations ce jour-là ? J'ai su énormément de choses dans mon dossier. Il y avait plus de choses que ce à quoi j'ai été préparée. C'est-à-dire j'ai su, donc j'ai une photo de moi bébé, quelques heures après ma naissance. J'ai eu le prénom de ma mère biologique. J'ai eu les prénoms de mes grands-parents, le village, des prénoms des oncles, le diplôme de ma mère, mon certificat de naissance avec son numéro de sécurité sociale. Enfin, énormément de choses. Elle avait un diplôme de quoi ? Elle avait le bac, l'équivalent du bac français en fait. Voilà. Donc là, vous êtes dit, c'est quelqu'un qui a fait des études, voilà. Qui n'est pas forcément issu d'une famille voilà. pauvre. Et j'ai su aussi quelque chose, c'est que j'ai appris dans ce dossier que j'avais un frère aîné, de 5 ans, mon aîné. Et donc dans le dossier, il y avait marqué pourquoi elle me donnait en abandon, elle me donnait en adoption. Il y avait marqué parce qu'elle préférait, elle avait des soucis avec le père de mon frère aîné. Et hypothétiquement mon père, et qu'elle préférait bien s'occuper d'un enfant que mal de deux. Voilà. Alors, est-ce qu'avec tous ces indices, vous avez voulu en savoir plus ? Non, parce qu'en fait, comme je vous disais, je ne m'attendais pas à toutes ces informations. C'était beaucoup trop. Et puis, il fallait digérer tout ça. Voilà, il fallait digérer. En même temps, j'avais peur que ce qui était marqué dedans était faux. Je ne sais pas pourquoi. Quelque part, je me disais peut-être qu'on me met sur une fausse piste pour me calmer. En même temps, j'étais avec ma maman. Donc j'avais peur de lui faire du mal en voulant chercher plus loin. Et puis l'autre chose qui a quand même été assez importante, c'est que j'ai rencontré un garçon qui est devenu mon mari, qui m'a fait découvrir la Colombie d'une autre façon. Vous l'avez rencontré pendant ce voyage ? Oui, pendant ce voyage, oui. Ah bon ? Oui, donc c'est-à-dire qu'après vous êtes resté un peu plus longtemps sans votre mère ? Non, je suis rentrée. On est resté en contact sur Internet, par téléphone, et puis j'ai décidé de partir pour voir ce que ça allait donner. Et puis, donc, il s'en est suivi des allers-retours entre la France et la Colombie. Et puis, on a fini par se marier. Donc, il est venu s'installer en France. Et voilà. Donc, j'ai gardé un lien avec la Colombie, mais différent. Et c'était suffisant. Comment vous l'aviez rencontré là-bas, ce garçon ? En fait, on est parti en vacances dans une autre ville, sur la côte nord de la Colombie. Et je ne voulais pas y aller. J'en ai voulu à ma mère d'y aller et à ma maman. Et puis, en fait, il travaillait dans l'hôtel où on est descendu. Voilà. Et vous avez eu un coup de foudre ? Oui, on peut dire ça. Alors, quelques années plus tard, c'est un événement tout particulier qui vous a replongé dans votre histoire. Lequel ? J'étais enceinte de mon aîné. Et en fait, pendant la grossesse, c'est beaucoup posé la question à quoi je ressemblais. Parce que je voyais plein de gens autour de moi et puis je ressemblais à personne. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment interrogée. Et puis, peu de temps après la naissance de mon fils, j'ai vu un reportage où on voyait l'orphelinat d'où je venais. Et alors là, ça m'a fait un choc. Excusez-moi. Ça m'a vraiment fait un électrochoc. J'ai senti dans mes tripes, mais vraiment, qu'il fallait que je sache d'où je vienne pour mon fils.
fallait que je découvre mes racines pour que mon fils sache lui aussi d'où il vient. Et donc, j'avais une amie qui était en Colombie à ce moment-là et je lui ai demandé est-ce que tu peux me trouver le numéro de téléphone de mon oncle qui était cité dans le dossier. Elle l'a trouvé, je l'ai appelé. Il m'a confirmé l'histoire qui était marquée dans mon dossier, tout en me disant que malheureusement, il n'était plus en contact avec ma mère biologique. Et qu'il n'était plus en contact avec personne et qu'il n'était pas au courant de moi. En fait, donc lui, c'était le frère de votre mère? Le frère de ma mère biologique, voilà. Donc du coup, cette piste, je l'ai vite abandonnée puisqu'elle ne menait à rien. Et j'ai découvert, en fait, j'ai réussi à trouver le numéro de téléphone de mon grand-père biologique. Je l'ai appelé, qui lui m'a une fois de plus confirmé ce qui avait marqué dans le dossier. Et la même chose, malheureusement, c'est qu'il n'avait qu'il n'avait plus de nouvelles de ma mère biologique et qu'il n'était pas au courant de mon existence non plus. Donc ça s'est arrêté là. Pareil, il ne savait rien sur mon frère aîné. Donc ça s'est arrêté là. Et en même temps, ça m'a suffi. En fait, c'était suffisant parce que ça m'a calmée. En fait, je me suis rendu compte que ce qui était dans le dossier était vrai. J'avais pas besoin de savoir plus. Puis j'avais mon fils qui venait de naître, donc j'étais dans un autre projet de vie, ce qui fait que sur le coup, ça m'a suffi. Et puis j'ai pas besoin de chercher. Et vous leur avez pas demandé est-ce qu'ils vous envoient des photos de votre mère? Non, non, à ce moment-là, non, ça m'a pas intéressée. La seule chose que j'ai retenue, c'est que mon grand-père m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, en fait, que tu es vraiment ma petite fille, eh ben, il est très important pour ton on va faire une distribution générale, Sophie, allez-y. Parce que, voilà. Et donc, il m'a dit que c'était très important pour mon fils que je recherche mes racines. Donc, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Il m'a dit, si tu fais partie de la famille, bienvenue dans la famille. Ça m'a fait du bien. Et ça m'a suffi. Et cette émotion-là qui vous a pris aux tripes en revoyant l'orphelinat, c'est quoi? Ça vient de vous? Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas. C'est fou, Yvonne, que ça remonte comme ça encore. Mais ça remonte tout le temps quand on n'a pas eu, quand on ne connaît pas sa maman, quand on est né sous X. Et on voit aussi que entre vous et Yasmina, il y a un dénominateur commun. Comme si vous étiez toutes les deux arrachées à votre mère. On sent confusément que votre mère vous recherche, qu'il y avait un lien invisible qui s'est noué avec elle et qu'elle vous cherchait aussi quelque part. Parce qu'une mère qui accouche sous X, eh bien, elle est hantée par son enfant, comme ça, comme un fantôme toute sa vie. On l'a vu chez vous tous les 8 janvier, on le voit chez vous. Et je crois que quand vous êtes tombée enceinte, à la naissance de votre... Non, c'est pas la naissance, c'est quand vous êtes tombée enceinte que l'émotion est revenue. C'est à ce moment-là que... C'est après la naissance que j'ai ressenti dans les tripes. Alors, vous savez pourquoi? Parce que dès lors qu'on met un enfant au monde, eh bien, on revit sa propre naissance. C'est-à-dire que vous avez revécu votre abandon à ce moment-là. Et c'est ça qui est tout remonté. C'est-à-dire que l'enfant que vous étiez tout petite abandonné, eh bien, est réapparu à la naissance de votre enfant. On rejoue une scène, ça s'appelle, on rejoue la scène primitive à ce moment-là. On rejoue sa naissance. Alors c'est pour ça qu'elle a ressenti dans ses tripes. Dans ses tripes, oui. Mais là aussi, on a entendu, c'est les tripes qui sont en jeu. Mais je crois que le lien invisible, et ce qui est quand même assez fascinant, des enfants qui sont nés sous X, eh bien, l'enfant et la mère tricotent un lien invisible, bien sûr romancé, d'où la peur des retrouvailles, la peur de savoir ce qu'il y a dans le dossier. Parce que c'est ça qui vous anime. Vous avez envie, en même temps, oh, et si c'était pas ça? Donc, vous voyez, il y a une forme d'ambivalence. Je recherche, mais j'ai peur de me brûler. Milena nous dira tout à l'heure quelle démarche elle a entrepris et si elle est parvenue à retrouver celle qui lui avait donné la vie. Ce sera juste après ces quelques messages de la rédaction. Vous aussi, venez nous faire partager votre histoire. Vous considérez que la maternité vous a sauvé la vie. Dépendante à la drogue ou à l'alcool, c'est en devenant mère que vous avez réussi à en finir avec votre addiction. Avant de tomber enceinte, vous souffriez de troubles alimentaires ou aviez des idées noires. L'arrivée de votre enfant vous a redonné goût à la vie. Votre grossesse vous a permis de sortir de la délinquance ou de la prostitution. Enceinte depuis peu, vous aimeriez rentrer dans le droit chemin, mais vous ne savez pas si vous en serez capable. Pour venir témoigner sur notre plateau, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur Internet. Vous vous souvenez certainement de Princesse Erika.
Vous l'avez écrite en combien de temps, cette chanson? En fait, j'ai remarqué que les trucs qui ont l'air comme ça assez évidents, et ben, ils sont assez évidents aussi à écrire. Quand j'ai dû mettre un quart d'heure. Après plusieurs années loin des projecteurs, elle nous donnera de ses nouvelles dans l'Histoire continue. Quels sont ses nouveaux projets? La réponse dans la dernière partie de notre émission. C'est la suite de notre émission. Les femmes que je reçois aujourd'hui ont tout un point commun, celui d'avoir grandi sans connaître leur mère biologique. Et elles ont ressenti un jour le besoin de mettre un visage sur cette femme et se sont lancées dans des recherches pour la retrouver. Alors, y sont-elles parvenues? Eh bien, c'est ce qu'elles vont nous dire dans la deuxième partie de notre émission que nous avons intitulée « Un nouveau sens à ma vie ». Et nous allons reprendre le fil de l'histoire de Marie. Ça va mieux, Marie? Oui, ça va. Bon, beaucoup d'émotions évidemment dans cette émission, car toutes les histoires font écho, hein, et chacune revit ce qu'elle a éprouvé et enduré pendant toutes ces années. Vous avez été adoptée à l'âge de 4 mois, après avoir vécu une adolescence agitée, pleine de questionnements. Vous avez décidé d'en savoir plus sur vos origines à 19 ans, mais c'est la déception qui l'a emporté quand vous avez appris que votre dossier était pratiquement vide. Qu'est-ce qui vous a finalement poussé à le rouvrir 2 ans plus tard? En fait, je m'en suis rendu compte qu'après, je crois que j'avais attendu mes 20 ans. Je m'étais fixé une date un peu butoir de mes 20 ans. Je pense que je m'étais imaginé que si elle ferait la démarche, ce serait... Enfin voilà, je m'étais imaginé ce jour-là. Enfin voilà. Donc du coup, quand j'ai vu qu'à mes 20 ans, il n'y avait rien eu de nouveau, j'ai attendu un petit peu et puis vous aviez espéré que votre mère fasse les démarches elle-même? Oui, enfin, je m'étais dit qu'à 20 ans, je sais pas, je m'étais dit que c'était une date anniversaire, donc peut-être que ça lui rappellerait quelque chose en particulier. Enfin voilà, c'est vrai que je m'étais un peu basée là-dessus. Et donc du coup, il n'y a rien eu. Donc en 2011, je suis allée voir mon dossier à l'aide sociale à l'enfance avec mon ami. Et qu'est-ce que vous avez découvert ce jour-là? Du coup, j'ai appris que ma mère biologique avait déjà un autre enfant. Mais prenez le mouchoir, vous en avez des provisions. Donc, que j'avais un frère ou une sœur. C'était une bonne nouvelle ou pas d'apprendre ça? Oui, parce que j'en avais toujours... C'était quelque chose que j'avais souhaité, donc effectivement, c'était une bonne nouvelle. Après, du coup, ça m'a encore plus motivée pour continuer les démarches, pour continuer les recherches, et voilà. Mais c'était un choc parce que du coup, je suis allée à ce rendez-vous en fait en pensant vraiment que j'allais rien découvrir de nouveau, parce que je pensais que le CNAOP en fait m'avait tout dit, et en fait, il avait omis de parler de ça. Donc du coup, ouais, j'étais pas dans un état d'esprit où j'allais apprendre des choses en fait, et finalement, si. Et comment vous avez réagi quand vous avez appris tout ça? Sur le coup, ça a été un peu compliqué. Et puis après, finalement, je me suis dit que finalement, ça faisait encore une personne en plus à chercher, donc, et peut-être une personne en plus à retrouver. Donc finalement, après, ça m'a remotivée pour continuer mes recherches. Mais sur le coup, ça a été un peu compliqué. Alors, malgré votre détermination, vos recherches sont restées vaines. Oui. Quelle dernière démarche avez-vous entreprise à ce moment-là pour tenter de retrouver la trace de votre mère? J'ai contacté un détective privé en fait que j'ai rencontré par une émission en fait. Il est passé dans une émission de télé. Il avait aidé une fille née sous X à retrouver sa sœur alors il y avait très peu d'éléments aussi. Toujours la même émission là qui a disparu depuis? Non, je crois pas. Ah bon. Et donc du coup, je lui ai envoyé un mail comme ça pour prendre un premier contact, voir s'il peut faire quelque chose. Et puis du coup, on a échangé quelques mails et puis on a décidé de partir sur quelques missions, entre guillemets, pour lui. Et il avait des éléments pour faire une enquête? Mis à part le prénom supposé, parce qu'on n'a jamais de certitude vraiment si c'est son vrai prénom. Mis à part le prénom et l'âge qu'elle avait en 90, donc mis à part Sylvie et les 28 ans en 90, non. Et puis la ville du Mans, où je suis née. Mais sinon, non, rien de plus. Alors, vous avez aujourd'hui 24 ans. Il vous manque toujours cette dernière pièce du puzzle de votre vie. À quel point c'est devenu aujourd'hui pour vous une priorité? C'est vrai que j'aimerais bien laisser un peu ça de côté, en fait. Vraiment penser un petit peu plus à moi, à ma vie et avancer. Donc, j'aimerais vraiment avoir toutes ces réponses-là, parce que je sais que même dans ma vie avec mon conjoint, je peux être des fois un peu je sais pas quel mot, un peu chiante, je sais pas si je peux le dire, mais voilà, j'ai souvent peur qu'il me laisse, quoi, donc
Allez, un petit coup de larme. Hop. Laissez-les couler. Donc voilà, même pour ça, j'aimerais. Ah oui, c'est un syndrome d'abandon. C'est la peur de l'abandon à nouveau. Pour le coup, c'est quand même normal d'éprouver ça. Et peur qu'on n'arrive pas à s'attacher à vous. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, en fait? Eh bien, déjà pour dire à mes parents adoptifs que je les aime. Comment? Pour dire à mes parents adoptifs que je les aime, déjà. Oui. Et puis, pour dire, voilà, si quelqu'un reconnaît mon histoire, enfin, si ça fait appel à quelqu'un, ces personnes n'hésitent pas à me... Vous êtes touchante. Vous êtes touchante. Alors, si ça fait appel, non, c'est vous qui faites appel. Oui. Hein, donc, c'est vous qui faites appel à quelqu'un. Si ça rappelle quelque chose à quelqu'un, que cette personne n'hésite pas à me contacter. Si ça rappelle un vague souvenir. Voilà. Hein, voilà, je suis, voilà, je veux pas bouleverser sa vie si je retrouve ma mère biologique. C'est pas du tout mon but. Je veux juste avoir certaines réponses et voilà. Je veux surtout pas déranger, mais bon, quand voilà. même, ça m'aiderait à vivre ma vie un peu mieux. Voilà. Hein, bon. C'est ça. Donc, vous pouvez redonner certains éléments. Donc, oui. Alors, ce serait Sylvie. Alors, voilà. Adressez-vous à la caméra là, qui est en face de vous. Donc, ce serait Sylvie qui aurait accouché le 23 janvier 1990 au Mans, donc en Sarthe, et qui avait un autre enfant. Et qui avait 28 ans, voilà, à l'époque. Donc, voilà, si quelqu'un se reconnaît, je suis là. Bon, ça va mieux? Oui, ça va. Bon, écoutez, on espère que cet appel portera ses fruits. Hein. Jasmine, après... Ça va? Après le décès de vos parents adoptifs, vous avez ressenti le besoin de revenir sur les traces de vos origines. Vous êtes parti en Inde et ce qui devait être un simple voyage touristique s'est transformé en fait en retrouvailles avec votre mère biologique, car un certain 8 janvier vous a permis de la retrouver. Donc on vous a laissé tout à l'heure dans la voiture, vous avez laissé partir l'avocat qui est allé questionner une dame qui d'abord a dit qu'elle n'avait pas eu d'enfant, et quand il lui a parlé du 8 janvier, elle s'est effondrée. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, elle nous a raconté son histoire. Donc, à ce moment-là, l'avocat est venu vous chercher? L'avocat est venu nous chercher, il nous a présenté. C'est assez étrange parce qu'on se retrouve face à la personne qui vous a mis au monde, mais en même temps, c'est une étrangère. Donc, c'est assez bizarre. Il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent, de crainte, de joie. C'est un petit peu difficile à déterminer. Et là, elle nous a raconté son histoire. Elle était dans quel état quand elle vous a vu? Elle était très, très émue, elle pleurait, elle parlait, mais bon, voilà, je ne comprenais rien du tout puisqu'il y avait la barrière de la langue qui faisait que je ne me sentais pas aussi impliquée qu'elle dans ses émotions. Vous aviez quel sentiment? C'était pour vous une étrangère ou vous la détailliez pour essayer de retrouver des ressemblances? Oui, donc c'est vrai que c'est difficile quand on n'a jamais connu ses parents biologiques de s'identifier. On ne sait pas qui on ressemble, on ne sait pas de quels parents on a des traits de caractère. Donc la première chose qu'on fait, c'est sur l'aspect physique, on dissèque carrément le physique de l'autre pour essayer de trouver des points communs. Vous en avez trouvé? Oui. C'est assez troublant. Les lignes de sa main gauche sont identiques aux miennes. Donc ça, c'était un peu rassurant. Je me suis dit, oui, c'est peut-être bien elle, quoi. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre histoire? Que finalement, elle ne m'a pas abandonnée. Elle a quitté donc, son mari après 1 an de mariage. Elle est allée travailler chez les sœurs comme cuisinière au couvent. Et c'est là qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Donc elle est restée au couvent comme cuisinière, elle a accouché, elle m'a allaitée pendant 7 mois. Et puis là, les sœurs lui ont dit qu'il fallait soit qu'elle parte, soit elle pouvait rester, mais elle ne pouvait pas me garder dans le couvent. Alors il a été convenu qu'elle me mettrait à la Pouponnière, qui se trouve à 140 km de là, c'était la plus proche. Et qu'à ce moment-là, elle pourrait 1 fois par mois venir me rendre visite jusqu'à ce qu'elle trouve
un autre travail ailleurs et qu'elle puisse me récupérer. Et puis un matin, elle est arrivée, j'avais disparu. Et puis quoi? J'avais disparu, je n'étais plus là. Quand elle est arrivée? Oui. Et vous étiez où? J'avais été adoptée et elle n'était pas au courant. Oh là là, c'est dur. Oui, c'était terrible. C'était déchirant pour elle. C'est vrai que c'était très dur pour elle, plus que pour moi, puisqu'elle m'a portée, elle m'a allaitée, elle m'a vue marcher. Et alors, du coup, elle s'était persuadée qu'elle n'avait jamais eu d'enfant? Personne n'était au courant qu'elle avait eu un enfant, à part les sœurs. Donc ça veut dire que ni son ex-mari, ni sa famille n'étaient au courant qu'elle avait eu un enfant. Et donc elle ne l'a dit à personne? Elle ne l'a dit à personne, juste à une de ses amies, mais voilà, qui a gardé le secret pendant toutes ces années. Elle a passé toute sa vie dans le souvenir de vous et en allant honorer ce souvenir tous les 8 janvier. Voilà, tout à fait. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Et ce jour-là où vous êtes allée la rencontrer? Et ce jour-là, qu'est-ce que vous avez réalisé? Je suis allée la rencontrer. C'était la première fois, après plus de 40 ans, que je la voyais. Et nous étions le 8 janvier. Vous aviez fait exprès? Non. Non, puisqu'on ne savait pas qu'on allait la trouver ce jour-là. On ne savait même pas si c'était elle. C'est la providence. Donc c'était quoi, une nouvelle naissance? Je pense, oui. Une nouvelle naissance et pour elle, certainement un vœu très cher qui était enfin réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi et dans les jours qui ont suivi? Vous êtes resté avec elle, vous l'avez revue, vous avez voulu passer du temps avec elle? On a souhaité passer du temps avec elle et la première chose qu'on a faite, c'est d'aller au couvent où elle avait travaillé et où j'avais un petit peu vécu finalement mes premiers mois. Et il y avait des sœurs qui la connaissaient encore? Il y avait donc la sœur, la fameuse sœur qui était censée se souvenir de tout et qui ne se souvenait de rien, qui était là. Et qui, quand elle l'a vue, s'est tout de suite dit « Ah mais oui, c'est toi, enfin, je ne savais pas que tu t'appelais Joséphine ». Et donc, elle s'est... Donc, en se rendant sur le chemin du couvent, il y a eu un petit geste, enfin un petit événement qui était assez touchant. C'est qu'on marchait sur la rue, parce que les trottoirs sont en très mauvais état. Et un camion est arrivé assez vite. Et elle a eu juste le temps de m'attraper par le bras pour éviter que je me fasse renverser. Et c'était assez émouvant parce que c'était un geste qui était empli de douceur et de protection en même temps. Elle est belle, cette femme. Elle a une tête... Vous l'appelez maman? Amma. Amma. C'est en tamoul, ça veut dire maman. Alors, vous êtes rentrée en Belgique. Ça a dû être à nouveau une déchirure de la laisser, j'imagine? Oui. Et vous avez pris la décision de retourner en Inde 3 ans plus tard. C'est long. Oui, c'est long. Vous êtes restée en lien pendant ces 3 ans? Donc, elle a entrepris la démarche de me téléphoner tous les dimanches. Et vous parliez en quelle langue? Et elle me parle en tamoul. Et je ne comprends absolument rien. Donc c'est un peu frustrant parce que je suis sûre qu'elle a beaucoup de choses à me raconter, mais voilà, si on n'a pas un interprète... Et vous n'avez pas cherché à apprendre la langue? C'est compliqué. L'alphabet est déjà différent et c'est compliqué. Alors vous y êtes retournée 3 ans plus tard? Je suis retournée 3 ans. Vous avez pu la voir à nouveau? Elle souhaitait donc, ça aussi c'était un vœu très, très important pour elle, rencontrer ses petits-fils. J'ai 2 enfants. Et là, sur la photo, on voit le plus jeune de mes fils donc, qui souhaitait aussi la rencontrer. Alors, on avait espéré que ce soit vraiment des secondes retrouvailles chaleureuses comme les premières. On avait espéré qu'elle serait très contente de passer du temps avec nous, qu'elle poserait plein de questions à mon fils, qu'elle aurait envie d'apprendre à le connaître. Et puis, malheureusement, il s'est passé tout le contraire. Elle n'avait qu'une idée, c'était de nous montrer à toute sa famille, à tous ses amis, à tous les couvents des environs. Donc c'était un peu frustrant, quoi. Elle voulait
exposer sa fierté. Et puis nous, on voulait de l'intimité. Donc c'était... Ah ouais, mais en même temps, ça se comprend quand même. Une façon de sortir de la clandestinité maternelle. Elle a passé sa vie. Toute sa vie. Elle a erré avec ce fantôme de son enfant qu'elle a dû cacher, qui lui a été arraché. Donc là, c'était vraiment, pour elle, évident qu'il fallait qu'elle vous montre partout. Oui, mais la différence de culture a fait qu'on ne l'a pas compris. Ouais, c'est dommage, parce que c'est vrai que pour elle, c'était une manière de... une reconnaissance immense, quoi. Alors, malgré cette déception et cette incompréhension, vous avez décidé de garder un lien avec cette mère que vous connaissiez encore à peine. Et nous allons le voir, entre les 8000 km qui vous séparent et la barrière de la langue, la communication n'est pas facile. Ma maman du bout du monde, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Et n'oubliez pas, si vous voulez réagir, vous pouvez vous connecter sur Twitter et sur Facebook. Près de Namur, en Belgique. Il y a 3 ans, Jasmine, 46 ans, a retrouvé sa mère biologique. Et c'est au cours d'un voyage en Inde qu'elle a pu rencontrer celle qui l'a mise au monde. Quand j'ai vu ma mère pour la première fois, ça a été assez bizarre comme sensation. Parce qu'en fait, c'était une étrangère, c'était une inconnue pour moi. Donc on ne peut pas dire que j'éprouvais des sentiments pour elle. Tout va tellement vite qu'on n'a pas vraiment le temps de réaliser ce qui se passe. On est là, on vit quelque chose, mais un peu comme un spectateur plus qu'avec un ressenti vraiment. C'est bizarre comme impression. Et puis après, il y a une foule de questions qui viennent. Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce qu'elle me ressemble? Et ce n'est pas évident. Pour tenter de nouer des liens, depuis leur retrouvaille en 2010, mère et fille s'appellent tous les week-ends. Allô? Amma? Oui, allô, Amma? Yes, it's me. Une conversation qui, comme à chaque fois, se transforme en dialogue de sourds. Sarasvati parle uniquement tamoul et Jasmine n'y comprend rien. Je comprends rien du tout. Allô? Je sais pas, je comprends pas. Bye bye, Amma. Bye bye. Voilà, c'est comme ça, tout le temps. Même si elle s'en amuse, cette situation n'est pas simple, ni pour Jasmine, ni pour sa mère. Ça me frustre de ne pas la comprendre, d'autant plus qu'apparemment elle a des choses à dire. Donc, qu'est-ce qu'elle peut bien raconter? C'est pas enrichissant, on n'échange rien. Si Jasmine a du mal à créer une relation avec sa mère, elle a décidé malgré tout de partager son expérience. À quelques kilomètres de là, chez son amie Élise. Coucou! Bonjour chérie! Cette dernière a organisé une rencontre avec des adultes d'origine indienne qui, comme Jasmine, ont été adoptés mais qui ne connaissent pas leurs parents biologiques. J'ai vu sortir une dame petite qui est arrivée et puis là j'ai eu un choc. Ah oui, elle me ressemble, enfin je sais pas, il y a quelque chose. Et de fait, c'était elle. De la voix, tu as senti que c'était elle, c'était vraiment ressenti, c'était... J'ai ressenti que c'était elle. Physiquement, je me suis dit oui, il y a un truc, il y a quelque chose. Ça a été spontané, il y a quelque chose. Tu te sens libérée par rapport à cette histoire, le fait d'avoir rencontré ta maman? La seule chose qui me libère, c'est d'avoir pu mettre la pièce sur le puzzle du début de mon histoire, à savoir pourquoi j'ai été abandonnée, comment. C'est étrange comme situation, quoi. On peut se faire tous des idées à propos de notre histoire qui, pas forcément, ne collent à la réalité, finalement. Bien qu'ils soient tous très demandeurs, Jasmine souhaite les mettre en garde. Je l'ai vécu, donc voilà, je peux le dire. Retrouver quelqu'un de son sang, la maman en plus, ce n'est pas... Je suis désolée de décevoir, mais ce n'est pas une fin en soi. Les retrouvailles ne sont donc pas toujours aussi idylliques qu'on l'imaginait. Mais Jasmine s'est tout de même libérée du poids de son passé.
Votre histoire montre que retrouver sa mère biologique n'est pas forcément une fin en soi. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Je suis contente de l'avoir rencontrée, évidemment, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on peut enfin s'identifier physiquement, peut-être même au niveau du caractère aussi. On se projette dans l'avenir avec ses enfants, mais qui eux aussi peuvent avoir maintenant une référence dans le passé. Donc ça, c'est très intéressant. Je sais enfin ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on a du mal, en regardant ce reportage, à comprendre comment vous n'avez pas pu franchir cette barrière de la langue. Ça doit être super frustrant de l'avoir au téléphone une fois par semaine et de ne pas comprendre ce qu'elle vous dit. Il n'y a pas moyen de trouver un interprète ou quelqu'un qui puisse vous aider? Il y a l'avocat en Inde, évidemment, qui parle très bien le français, mais... Elle ne peut pas faire appel à lui à chaque fois? Non, on ne peut pas. Et vous, en Belgique, il n'y a pas un moyen de trouver quelqu'un C'est peut-être l'occasion de lancer un appel. Là, vous habitez où à Namur? Dans la région namuroise. Ouais. Parce que voilà, vous donnez rendez-vous tous les dimanches à une heure précise à quelqu'un qui vient vous faire la traduction, parce que ce serait important pour vous de vous comprendre quand même, non? Oui, mais disons que quand je vais là-bas, on a la chance d'avoir des interprètes, donc là on sait communiquer. Mais c'est vrai qu'après, il s'écoule 3 ans. 3 ans de vide où on ne construit pas de lien, où la différence culturelle est quand même présente. C'est compliqué. Alors, vous avez écrit un livre aussi sur votre histoire? À la base, donc, ce livre, c'était un tableau de bord, puisque je ne savais pas ce qui allait se passer. Et puis, au fur et à mesure des événements, je me suis dit, c'est bien, ce sera un beau souvenir, ne fût-ce que pour mes enfants. Et quand l'avocat, j'ai demandé pour lui payer ses honoraires, il a dit je ne veux rien du tout, mais il faut aller à l'église et voir ce que tu peux faire pour les autres. Et je me suis dit je vais relater l'histoire. Déjà pour les enfants adoptés, ça peut peut-être les aider. Et puis les bénéfices de la vente iront à des œuvres caritatives en Inde. Voilà, c'était ma part. Véronique, vous êtes née sous X et à l'âge de 36 ans, vous avez enfin pu retrouver la trace de votre mère biologique qui ne vous avait pas mise au monde à La Rochelle, mais à Rochefort. Donc, vous avez appris qu'elle acceptait de vous revoir. Et donc, 1 mois après, vous avez pu enfin la retrouver. Oula, oui, ça a été quelque chose depuis tant d'années qu'on essaye de savoir comment elle est, si on va lui ressembler. Et puis là, on dit, là, ça y est, c'est le jour. Donc mon conjoint est venu avec moi parce que toute seule, c'était pas possible. Il me fallait un soutien là parce que c'était très dur. Je savais pas quoi m'attendre non plus. Hein, donc, et puis en arrivant, il y avait 2 femmes un peu plus loin et mon conjoint me dit, mais ça, c'est ta mère, elle te ressemble trop. Alors moi, je dis, oh, tu crois? J'étais pas sûre, mais bon, j'attendais. Donc on nous a fait rentrer dans une pièce. Voilà, ça va être dur. Et donc l'une après l'autre. Et quand je me suis retrouvée en face d'elle, j'ai vu celle que je rêvais depuis si longtemps, qui me ressemblait. Enfin, je lui ressemblais, je ne sais pas comment dire les choses. Et tout ce que j'ai... c'est vous qui lui ressemblez. Oui, voilà. Tout ce que j'ai réussi à lui dire, avec mon émotion, est-ce que je peux vous appeler maman? Parce que j'ai dit vous. Elle m'a dit, bien sûr, tu es ma fille. Et là, on s'est pris dans les bras, on a tous pleuré. Et là, quand j'y pense, ça me... Voilà, c'était un grand, grand moment d'émotion pour moi. Et vous ressembliez vraiment? Ah oui, oui. C'est moi avec quelques années de plus, quoi. Est-ce qu'elle vous a expliqué les raisons de votre abandon? Oui, elle me les a expliquées, mais elle ne tient pas à en parler. Mais moi, je connais mon histoire et c'est ce qui est important. Et on s'est écrit les premiers temps assez souvent. Et donc, au fur et à mesure, des lettres et des courriers, elle m'a appris sa vie. Donc, quelques temps après, j'étais là. Elle est venue me voir à l'île de Ré pour mon anniversaire. Et elle m'a dit, voilà, ça fait maintenant 36 ans que je vais enfin te revoir et je viendrai pour ton anniversaire le jour même. Donc, juste la veille, ça a été encore gros moment d'émotion. Elle m'a dit, je t'emmène là où tu as été quelques heures avec moi, donc à Rochefort. Et là, tout est remonté. Et puis, elle m'a dit, voilà, j'avais ça que j'ai gardé pour toi. Et c'était une petite couverture où elle m'avait mis dedans en attendant que je sois emmenée.
Et elle me l'a confié et je l'ai à la maison. Et toutes ces choses-là, ça m'a... J'ai pas les mots, quoi. En fait, c'était vraiment quelque chose parce que bon, voilà, j'idéalisais une femme, et en fait, j'avais raison d'idéaliser puisque c'était vraiment la personne que j'attendais, quoi, en fait. Et alors, est-ce que vous avez pu vous prendre dans les bras, être tendres l'une envers l'autre? Ah bah oui. Ah oui, non mais complètement. C'était tout de suite, ça a été tout de suite la fusion. Voilà, elle m'a pris dans ses bras, elle me touche le bras, elle me câline. Et dans ses yeux, il y a voilà, le regard d'une maman aimante. Et pour moi, c'est tout, quoi. Franchement, depuis, ça a changé ma vie, complètement. Alors vous aussi, vous avez décidé de prendre votre plume et d'écrire votre histoire. Oui. Dans quel but? Alors au départ, c'était une thérapie par rapport à toutes les souffrances avant que je la retrouve. Donc j'ai décidé d'écrire tout ce que je ressentais depuis 10 ans maintenant. Et donc à travers ce livre, je voulais donner aussi de l'espoir à Marie, à plein d'autres personnes qui sont en attente, leur dire que c'est possible et qu'on peut y arriver, même si ça peut être long. Voilà, c'est surtout ça que je voulais faire, pour dire que bon, il faut y croire, jamais rien lâcher. Marie, on vous souhaite de connaître ce bonheur et que ça vous apaise, hein, autant que notre invitée. Milena, vous vous êtes née en Colombie avant d'être adoptée en France à l'âge de 5 semaines. Et vous aussi, vous vous êtes posé cette question, d'où je viens. Et c'est en devenant mère à votre tour que vous avez décidé d'en avoir le cœur net. Comment vous avez démarré votre enquête? En fait, après donc avoir découvert, avoir parlé à mon oncle et à mon grand-père, je n'avais pas besoin de plus. Donc j'ai laissé comme ça la vie suivre son cours et je suis tombée enceinte une deuxième fois. Et en fait, pendant la grossesse est revenue encore cette question importante de la ressemblance. À qui est-ce que je vais enfin avoir quelqu'un qui va me ressembler, puisque mon aîné ressemble à son père et pas à moi. Donc là, je me dis peut-être que celui-là va me ressembler, mais du coup, toujours cette question de la ressemblance à ma mère biologique. Et puis surtout, cette histoire du frère. Parce que j'étais censée avoir un frère de 5 ans, mon aîné, et là, je me suis dit, mon fils va avoir un frère. Et du coup, ça a relancé la machine. J'ai recommencé à vouloir chercher. Et en fait, comme ça, sur Facebook, j'ai commencé à chercher et à regarder les noms, parce que j'avais son nom complet. Et j'ai trouvé un compte avec le nom complet de ma mère biologique. Et puis d'autres personnes qui seraient des tantes, des cousins, cousines. Et donc, je me suis dit, je vais envoyer un message. Mais je vais envoyer un message pas direct, parce que j'ai peur de la réaction, j'ai peur de ce que ça peut entraîner, donc j'ai envoyé un message un peu évasif. Et donc, après avoir envoyé ce message, j'ai compris que j'étais sur la bonne piste, puisque le jour suivant, j'ai vu que ma mère biologique avait lu le message et son compte Facebook était fermé. Donc là, je me suis dit, c'est ça, quoi, je suis sur la bonne piste. Et j'ai une tante qui m'a répondu et qui m'a confirmé l'histoire, qui m'a dit, mais qui m'a demandé qui j'étais. Donc j'ai voulu lui dire la vérité, quoi. Je lui ai dit oui, en fait, je suis pas, parce que j'avais dit en fait que je faisais mon arbre généalogique et que je recherchais des personnes de la famille et j'avais donné les noms et les prénoms de mes grands-parents. Et elle m'a demandé mais qui exactement tu es. Donc j'ai dit voilà, j'ai été adoptée et je recherche ma mère biologique parce que voilà, j'en ai besoin. Et donc elle m'a aidée à prendre contact avec d'autres personnes. Et je me suis rapprochée d'une cousine qui était très proche de ma mère biologique. Et donc on a beaucoup discuté sur Internet. Et puis j'ai eu des réponses à plein de questions. Donc j'ai su que je n'avais pas de frère aîné. Donc ça a été important de le savoir. Je ne sais pas pourquoi elle a menti dans le dossier d'adoption. Mais bon, ça c'est une question que je lui poserai. Et puis j'ai su que j'avais 2 sœurs, par contre, plus jeunes que moi. Et donc, je suis rentrée en contact avec une de mes sœurs. Et puis, voilà, on a discuté comme ça sur Internet. Et alors, votre mère, vous avez réussi à l'approcher? Alors, pas du tout. En fait, ma cousine et ma sœur m'ont bien dit, attention, avec ma mère biologique, laisse-la tranquille. Petit à petit, ça va se faire, mais pour le moment, laisse-la tranquille parce qu'elle a un caractère très fermé. J'ai l'impression, hein, elle a l'air de s'être fâchée avec beaucoup de membres de la famille. Oui, c'est une histoire très compliquée, son histoire familiale. Et donc, elle m'a fait comprendre que déjà, par la tante par laquelle j'étais passée, j'ai laissé tomber de son côté, puisque voilà, c'est des histoires de conflits. Et donc, ma cousine m'a fait comprendre que voilà,
laisse les choses, laisser venir. Voilà, les laisser venir. Et puis on va d'abord se rencontrer, nous, entre cousines, entre sœurs. Et voilà. Ce que vous avez fait? Oui. Donc l'année dernière, en janvier 2013, j'ai pris la décision, j'ai dit à mon mari, on part en Colombie. Mon deuxième venait de naître, et donc c'était l'occasion aussi pour ma belle famille de rencontrer le deuxième. Et puis on a organisé ce voyage à Bogota avec ma cousine et ma sœur. Et vous avez rencontré vos sœurs? Voilà, j'ai rencontré une de mes sœurs, et quand je l'ai rencontrée à l'aéroport, j'avais très peur, mais ça a été comme une évidence, ça a été un coup de foudre avec cette sœur, de qui je me sens très proche. Oui, j'ai vu des photos de ma mère biologique aussi. Enfin, j'ai vu quelqu'un à qui je ressemblais. Donc c'était très important aussi. J'étais très fière de le dire à mes frères et sœurs ici. Voilà, regardez, je ressemble à quelqu'un. Et donc on a discuté avec mes sœurs, j'ai rencontré mes grands-parents, des cousins, des oncles et tantes. Et là, on m'a toujours dit, on a continué à me dire, on va laisser couler, on va attendre. Mais ma sœur m'a dit que ma mère biologique posait beaucoup de questions sur moi. Donc, et vos sœurs, elles étaient en contact avec elle? Oui, mes sœurs ma sœur et ma cousine que j'ai rencontrées sont très proches de ma mère. Mais vos sœurs avaient été abandonnées aussi? Pas du tout, non. Elles n'étaient pas au courant de mon existence. Elle a eu vos sœurs avec un autre homme? Oui. Après, ma deuxième sœur a 10 ans de moins que moi. Elle a eu 10 ans après moi. Donc je pense que ça a pris du temps pour elle. Et c'est pour ça aussi que je me suis rendu compte que ce que je faisais pouvait aussi la blesser, chambouler sa vie. Donc quand on me disait « laisse », je dis « il n'y a pas de problème. Je laisse couler, je prends mon temps, il n'y a pas de problème, je ne veux pas chambouler sa vie. » Elle savait que vous étiez en Colombie? Elle savait que j'étais en Colombie. Au début, elle ne voulait pas du tout me parler, elle ne posait pas de questions sur moi et ça m'a un petit peu blessée parce que j'avais ce sentiment d'être, pas encore une fois abandonnée, mais l'impression d'être reniée. Rejetée, voilà. Mais en même temps, je la comprenais, voilà, c'est pas évident pour elle et je lui en ai jamais voulu et là encore moins, quoi. J'ai jamais eu de colère vis-à-vis d'elle et là, non, je pouvais pas lui en vouloir. Mais petit à petit, elle a commencé à poser des questions sur moi, sur mes enfants, sur mon mari, sur comment j'étais. Alors que vous étiez là-bas encore? Alors que j'étais là-bas. Comment vous le saviez? Parce que ma sœur me le disait. Et parce que j'étais là quand ma sœur appelait sa mère, quoi, enfin appelait notre mère, j'étais là. Donc, et puis un jour, je lui ai dit, mais tu crois pas que je pourrais lui parler quand même au téléphone? Elle m'a dit, attends. Elle l'appelle, elle me dit, elle veut te parler. Donc là, je l'ai eu au téléphone. Et c'était tellement fort, tellement d'émotions, que je ne sais plus ce qu'on s'est dit. J'arrive pas à me rappeler ce qu'on s'est dit. Je l'ai entendu pleurer au téléphone, mais très vite. Enfin, j'ai entendu comme des sanglots dans sa voix, mais très vite. Et ça s'est arrêté très vite. Et tout ce que je me souviens, c'est d'avoir pu lui dire ce qui me tenait vraiment à cœur et ce qui est vraiment important pour moi, c'est que je ne lui en ai jamais voulu. Je n'ai jamais été en colère après elle. Vous l'avez dit en espagnol? Oui, je parle espagnol. Et comment ça se dit? Que no tengo rabia. Comment? Excusez-moi. Que no tengo rabia. Que je la juge pas, que je l'ai jamais jugée et que je l'aimais. Parce qu'elle m'avait donné la vie, parce qu'elle m'avait donné en amour, en me donnant en adoption. Que j'avais de la tendresse pour elle parce qu'elle avait dû souffrir, que ça avait dû être très dur pour elle. Donc voilà, j'ai réussi à lui dire ça, qui me tenait vraiment à cœur. Et elle vous a dit qu'elle vous aimait aussi? Je sais pas, je sais plus. Je sais pas du tout. L'émotion, ça crée une telle anesthésie, Et surtout, je crois que votre maman avait une appréhension terrible de vous voir parce qu'elle se sent coupable. Je crois que l'amour que vous lui portez, elle vous porte le même amour, mais elle se sent coupable d'avoir dû sans doute vous abandonner, parce qu'il ne faut jamais oublier que les mamans qui parfois accouchent sous X le font par amour, parce que à un moment donné, elles ne peuvent pas vous élever. Ça a été le cas de Yasmina, c'était votre cas. Et on sent d'ailleurs chez vous pas de trouble de l'attachement. On sent que vous êtes très rayonnante, très sereine, avec un attachement très possible et très tactile. Et avec ces deux mamans que vous avez retrouvées,
Pourquoi avoir des mots? Vous reprenez à zéro le contact. Donc les mots n'ont pas de place. C'est du corps à corps, c'est de la voix, c'est des émotions. Un enfant tout petit n'a pas besoin de parler. Il a besoin de s'engouffrer dans les bras de sa mère. C'est ce que votre mère a fait avec vous, avec le camion. Donc on est dans quelque chose de sensuel, de tactile. Oui. On est dans les retrouvailles de la sensation maternelle, de l'érotisme maternel. C'est ce qui s'est passé avec mes sœurs et mes cousines. C'était très tactile. Parce que je ne l'ai pas fait avec elles. Mais... Alors le corps à corps avec votre mère, il est prévu pour quand? Alors, on s'était au téléphone, elle avait finalement dit que du coup, elle voulait me voir. Donc finalement, elle acceptait de me voir. Mais c'est moi qui n'étais pas prête. Là, j'étais plus prête du tout. Enfin, j'étais pas prête du tout. Puisqu'encore une fois, c'était beaucoup d'émotions. Donc, je suis rentrée en France avec ce sentiment. J'étais contente et en même temps, c'était perturbant. Donc, il a fallu du temps pour que je digère encore une fois tout ça. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis sentie prête et du coup, on a décidé d'aller en Colombie à la fin de l'année pour les fêtes de Noël avec mon mari, mes enfants et surtout avec ma maman. Parce que ma maman, justement, elle nous a toujours dit qu'on avait été abandonnés par amour. Et ma maman nous a toujours positivés là-dessus, sur ça. Je n'ai pas été abandonnée, j'ai été donnée en amour, j'ai été donnée en adoption. Et du coup, j'aimerais... Même si je sais que ça va être très difficile et pour ma maman et pour ma mère biologique, qu'elles se rencontrent et surtout que ma mère biologique sache que je la remercie parce que grâce à elle, elle avait fait une fille heureuse d'avoir une... Décidément. D'avoir une maman comme j'ai eu, comme j'ai, d'avoir une famille super comme j'ai. J'ai des frères et sœurs géniaux. Et qu'elle avait fait une fille heureuse et elle avait fait une maman heureuse parce que je pense que ma maman est heureuse. Et ça, je veux lui dire. Elle est là, votre maman biologique? Ma maman, ma mère adoptive est là, ma maman. Et que, voilà, c'est important pour moi que ma mère biologique et ma maman se rencontrent pour que, voilà, elle... Et vous ne voulez pas rencontrer votre mère avant que les deux ne se rencontrent? Alors, moi non, mais je sais que ma mère biologique veut d'abord me voir moi, toute seule. Bah oui, ce qui est normal. Ce serait bien. Oui. Ce serait bien quand même que vous ayez ce corps à corps. Oui, voilà, oui. Mais je souhaite quand même que du coup, après, elle puisse se voir, quoi. En tout cas, ça a l'air d'être une femme formidable, votre maman biologique, là. Bah si, je crois que, vu le discours que vous tenez... Parce que ce discours de pardon, sans qu'il n'y a pas de ressentiment, qu'il n'y a pas d'aigreur, on vous l'a inculqué aussi, j'imagine. Hein, c'est l'éducation que vous avez reçue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Yvonne. Complètement, une éducation d'amour. Et j'ai même la mise de côté de la mère biologique. Donc au fond, elle a deux mamans. Elle a une mère et une maman. L'arrivée de Milena, c'était un cadeau du ciel. Et je le remercie aussi parce que je ne sais pas ce que je vais dire à sa mère biologique. Je ne peux pas lui dire merci parce que ce serait merci de l'avoir abandonnée, mais d'un autre côté, je lui suis très reconnaissante. Voilà. Je suis sûre que vous saurez trouver les mots. Ma fille, évidemment. Ouf. Bon, eh bien. Donc c'est prévu au mois de décembre? Voilà. Bon, vous viendrez nous raconter? Avec plaisir. Et puis de tout cœur, je vous souhaite de vivre ces moments-là. Vous aussi, vous viendrez nous raconter ce qui se passe entre-temps. Merci à toutes pour ces jolis témoignages. Merci Yvonne. Il est temps à présent de passer au salon pour recueillir les confidences de nos prochaines invitées. Alors, j'ai le plaisir de recevoir une fidèle de notre émission que vous connaissez tous, puisqu'elle est à la fois chanteuse et comédienne. Il s'agit de Princesse Erika, qui est toujours aussi déterminée à mener sa carrière comme elle l'entend. Et puis juste après, nous prendrons des nouvelles d'Anne, qui, elle, a dû faire preuve d'une grande détermination pour vaincre son addiction à l'alcool. On se souvient de son témoignage qui nous avait marqué. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être présentes dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. On va commencer avec vous, Princesse Erika. Jean-Luc Delarue vous avez reçu il y a près de 5 ans dans une émission intitulée « Tube d'un jour, succès pour toujours ». Quel souvenir vous gardez de ce passage?
Alors, je garde un très bon souvenir parce qu'il y avait plein d'artistes que j'aime bien. Il y avait Hervé Christiani, il y avait surtout Éric Chardin. Et voilà, et je garde un souvenir très ému de lui parce que c'est un chanteur que j'aimais beaucoup. Et il racontait ils avaient fait l'été sera chaud, c'était très intéressant. Il y avait Barbe Olivet que j'avais jamais rencontré et que j'avais trouvé super marrant. Non, c'était une émission très conviviale, très, très, très drôle. Alors, je propose de nous rafraîchir la mémoire en regardant un extrait de cette émission. Et puis juste après, nous découvrirons quel nouveau projet vous anime aujourd'hui. Trop de blabla, me dit cet homme-là, trop de tracas, j'ai donné déjà. En 2009, Princesse Erika nous faisait partager l'histoire du tube qui avait marqué le début de sa carrière, 20 ans plus tôt. Trop de blabla, vous l'avez écrite en combien de temps, cette chanson? En fait, j'ai remarqué que les trucs qui ont l'air comme ça, assez évidents, eh ben, ils sont assez évidents aussi à écrire. Moi, j'ai dû mettre un quart d'heure. Un quart d'heure, un tube. Et l'ascension de Princesse Erika ne faisait que commencer. Il y a eu une deuxième chanson qui a été un tube aussi. C'est quasiment du jour au lendemain pour cette chanson. Ah non, une fois qu'elle est sortie, mais j'ai eu des gros... Une fois qu'elle est sortie, je veux dire, une fois qu'elle a été en radio, En fait, moi, j'ai toujours eu du mal à sortir des disques. C'est-à-dire que j'arrive avec une chanson ou un album, on me dit « Ah non, mais non. » Au bout d'un moment, je vous l'avais dit. Donc, il faut faire confiance aux artistes. Malgré les difficultés, Princesse Erika poursuivait sa carrière et restait très à l'écoute de ses aînés, comme Éric Chardin. Si tu disais, comme on fait son lit, on se couche. Comme le meunier fait son pain. Ah, c'était bien ça. Et ben voilà, moi je suis très, très heureuse de le voir parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi j'aime beaucoup ces gens qui n'ont pas trop de prétention. Et c'est ça que je trouve très bien. C'est-à-dire que de garder ce sentiment enfantin presque, comme il dit, ah ouais, quand j'entends ma chanson à la radio, la nouvelle, je suis super content. Mais c'est ça qui fait qu'en fait on a une certaine foi dans notre musique. Quand on vous voit, on me dit « Ah, bah donc c'est possible non seulement de durer, et puis d'avoir toujours cette foi et cet éclat. » Paris, 5 ans plus tard. Princesse Erika a rendez-vous avec sa sœur, Elga. On y va? Au moins le titre sur la route, il faudrait qu'il soit en radio, vraiment mi-juin maximum. Sinon, non, mais mi-juin, c'est bien. Les deux sœurs travaillent ensemble sur un album. Un travail d'équipe teinté de complicité. On va se mettre d'accord sur le nombre de titres sur ce mini-album. Moi j'aimerais qu'il y ait 8 titres parce que je trouve que... Non, mais 8 titres, non. Ça me semble excessif, Erika. Non, mais je suis d'accord avec toi. 400 titres, je trouve que c'est très très bien. Après, non, on va dire 5-6 quand même. Ouais, d'accord, mais comme ça on arrivera à 5. Heureusement que t'es là, ma soeur, parce que sinon je partirais dans le vrille. Une collaboration essentielle et rassurante pour Princesse Erika. Vraiment, j'ai l'impression que tu me comprends complètement. Pour moi, de toute façon, c'était cohérent de t'accompagner surtout ce projet-là. Dans ce projet-là, parce que tu avais besoin de soutien. Ouais. Le premier auditeur, c'est toi. Que tu sois là et que tu approuves ce projet, déjà, moi, ça me met aussi encore plus en confiance. C'est donc accompagnée d'Elga que Princesse Erika se rend à une importante séance de travail. L'enregistrement d'un nouveau titre dans un studio parisien. Hello! Oh yeah. Ça va? Nice. Bonne journée ou pas? Oui, il va falloir. Longue journée. Les culs sont déjà là? Super. Et très vite, l'enthousiasme se transforme en un grand moment de concentration et d'échange avec son réalisateur, Yovo Mbweke. Elle a une certaine exigence et une certaine rigueur de travail. En écoutant les arrangements que nous, on peut faire, elle a trouvé un accord qui ne lui plaisait pas et heureusement qu'elle était là parce que c'est cette perfection, c'est cette rigueur-là qui fait que les chants se passent. C'est un bonheur total. Tu pars pareil que l'Armo et ensuite après tu... Ouais. Faire un tube, pour moi, c'est pas un objectif. Le studio, pour moi, c'est là où je me sens
dans l'accomplissement de ma tâche. Je peux donner mes idées, qu'elles soient retenues ou pas, c'est pas le problème. Ce qui est bien, c'est d'avoir l'émulation entre nous. C'est ce qu'on voulait, héroïque à l'entrée, blabla, mourante, la princesse arrive. J'adore cette info. Princesse Erika adapte aujourd'hui une chanson culte, Sur la route de Memphis, d'Eddie Mitchell, réécrite à son image d'ambassadrice du reggae. Mon ami, laisse-moi t'emmener au royaume de mon son préféré, sur la route du reggae, sur la route du reggae. Sur le morceau Sur la route, c'est un morceau qui est très grave, donc j'essaye de chanter autre chose que voilà, dans un truc qui est trop facile, etc. Moi, j'essaye aussi de me surprendre moi en tant que chanteuse. Nous, les vieux, on connaît cette chanson originale d'Eddie Mitchell, mais de la revisiter comme ça et de la mettre au goût du jour pour les enfants de maintenant, c'était une super idée. Et on essaye de bien la réaliser, surtout. Sur la route du reggae, sur la route du reggae. Génial. Et alors, il sort quand, l'album? Alors l'album, il sortira, j'espère, si Dieu veut, fin octobre. Et il y aura d'autres reprises aussi dans ce genre-là. Génial, ça a l'air génial, ça, ouais, sur la route du reggae. Puis surtout qu'on a eu l'autorisation par les ayants droit, pas par Eddie Mitchell, que j'embrasse, hein, j'espère qu'il sera content de cette reprise, mais les ayants droit nous ont dit oui, pour adapter, donc ce qui est assez... Et qu'est-ce qu'il y aura comme autre reprise? Il y aura des reprises de chansons françaises que j'aime beaucoup et que je vais reprendre aussi adaptées en reggae. Il y aura, aussi des reprises, je vous en donne une, il y aura une chanson de Véronique Sanson. Je ne dis pas laquelle parce que j'ai pas envie qu'on pique mon idée, mais j'adore Véronique Sanson. Laquelle? Non, je ne vous dirai pas parce que si je le dis... Amoureuse. Non, besoin de personne, voilà, elle me l'a fait dire. Je n'ai besoin de... Impossible. Besoin de personne. Moi, je me suis fait ma loi, ni qu'on me raisonne, quand il est venu vers moi. J'adore. Et alors, sur quel du reggae? Sur du reggae, oui. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est comme je suis une Française très bien intégrée, mais qui aime un certain genre de musique qui est le reggae, j'ai envie de faire cette espèce de fusion entre la chanson française, la parole française, je dirais, et la musique reggae. Eh ben, on a hâte de l'entendre, hein, cet album. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il vous a fallu seulement un quart d'heure pour écrire les paroles de Trop de blabla. Comment vous expliquez le succès de cette chanson, alors? En fait, comment je l'ai écrite, surtout, c'est que j'étais dans un moment avec ma petite sœur, avec son mec, et on était toutes un peu dans des situations comme ça, avec des hommes très machos, qui foutaient rien à la maison, qui gagnaient pas d'argent, et nous, comme des idiotes, ouais, vas-y, continue. Et ça m'énervait, j'avais envie de raconter ça. En fait, moi, c'est quand les choses m'énervent que ça marche bien, j'ai remarqué. Et donc, j'étais énervée, j'ai écrit dans l'énervement un peu. Hein. Ouais, trop de blabla, gna gna gna. Bon, il y avait beaucoup plus de texte, j'ai un peu réduit. Donc, c'était une façon aussi, c'est un peu un exutoire. Alors, on l'écoute un peu, parce qu'on a envie d'écouter cette chanson. Oh, je chante oui. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas, me causait dans la. Trop de blabla, j'ai donné déjà. Waouh, je le dis. Ce qui est génial, c'est que ça prend pas une ride, hein, ça. Hein, c'est toujours aussi efficace. Non, puis il y avait un peu de texte quand même. Ah oui, ça disait des choses. Enfin, j'ai l'impression. Ah oui, c'est clair. Vous avez été surprise par l'intérêt du public? Mais on est toujours surpris que les gens vous aiment. On est beaucoup moins que les gens de ceux qui ne vous aiment pas. Enfin, moi, en tout cas. Et toujours très surprise par l'amour que les gens me portent, ou l'intérêt, ou l'amitié, ou le... Ouais, toujours. Et donc, du coup, toujours très, très heureuse de ça. Encore aujourd'hui, je me dis, oh là là, quand même, les gens, ils ont été gentils hein, de l'aimer, la chanson. Alors, 8 ans plus tard, vous remettez ça, vous avez à nouveau le nez creux avec Faut que je travaille. Quels obstacles avez-vous dû franchir? Vous disiez que vous avez toujours du mal à imposer une chanson. Oui. Alors là, mais je ne sais pas Parce comment que personne n'y croit à chaque fois. C'est quoi? Ou alors, ils y croient, mais après, une fois que Une fois que c'est un succès, voilà, c'est pas difficile d'y croire. Comme on dit, ils viennent après la victoire. Non, et je me dis, bon, il faut toujours que je me fie à mon intuition et que je lâche pas le morceau. C'est comme ça qu'on m'a élevée déjà, d'être très persévérante, assez combative, c'est comme ça que je suis. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce genre d'événement m'arrive, qu'il faut que je lutte parce que
je crois qu'on est fait pour ce qui nous arrive. Voilà. Je ne serais pas une lutteuse si je n'avais pas des choses difficiles à faire et qu'il fallait les faire avec un esprit un peu vengeur, un peu vindicatif, un peu Alors, donc, agressif. si je comprends bien, soit vous réussissez dans l'énervement, soit dans la colère, dans la lutte, dans le combat. Je suis une fille de combat, c'est Alors, vrai. est-ce que vous pensez que vous êtes assez en colère et dans le combat pour votre prochain album? Oh là, grave. Hélas, oui. Grave. Oui, je suis pas en colère dans le sens pour des colères. Voilà. Je pense que c'est mon sentiment. On dit que la colère, c'est un moteur. Moi, c'est vrai que c'est un moteur. Bon, alors on l'écoute, le deuxième tube. Je veux pas qu'on pousse, je sais ce que j'ai à faire. Me la coller douce, c'est ce que j'aime bien faire. Pourquoi était-ce important pour vous de collaborer avec votre sœur? On a l'impression qu'elle est cartésienne, quoi, qu'elle, c'est un pilier, un socle. Ouais. Et d'ailleurs, dans la famille... Non, moi, je suis assez aussi socle comme elle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'entend très bien toutes les deux. Mais c'est vrai qu'elle, c'est le socle même administratif. Et c'est un peu, voilà, tout le monde se retrouve chez elle, tout le monde... Elle prend toujours des nouvelles de tout le monde, elle veut que tout le monde s'entende bien. Parce que c'est qui tout le monde? Vous êtes une famille de quand je dis tout le combien? monde, je veux dire toute la famille. Oui. Mon père, ma mère, mes sœurs. Vous avez combien de sœurs? On était 4 et on en a perdu une. Donc on n'est plus que 3. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants, on a des neveux, et qu'elle, elle fait vraiment tout le monde l'appelle pour prendre des nouvelles de l'un ou de l'autre. C'est un peu. Puis elle est très sérieuse, elle fait très bien. Voilà. Et puis en plus, c'est son métier. Je ne lui fais pas faire quelque chose en dehors de... Non, c'est le métier qu'elle fait, elle est directrice de production, donc c'est ce qu'elle fait pour moi. Alors que j'ai beaucoup travaillé avec des gens dont ce n'était pas le métier, que je devais former, et qui après s'avéraient mauvais, quoi. Alors, vous avez d'autres projets en parallèle? Donc, Oui. Cet album, il sort en octobre. Voilà, avec le single, j'espère qu'on entendra cet été. Et ensuite, je fais aussi un projet je suis marraine d'un événement qui a lieu en ce moment, les femmes et le VIH, et surtout les femmes migrantes. Donc c'est un projet important parce que d'abord, on n'en parle pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup de la souffrance de ces femmes qui sont rejetées, qui sont isolées et qui souvent ne peuvent pas parler de leur maladie et ne sont pas forcément informées, qui arrivent ici malades ou qui attrapent, attrapées, on sait que ça ne s'attrape pas, mais qui tombent malades en France. Et donc d'essayer, il y a 4 grosses conférences qui ont lieu entre mai et juin, et il y a une chanson qui va sortir aussi qui traitera de la question. Et j'ai un autre projet qui est un projet de One Woman. One Woman, c'est-à-dire seule en scène, avec un texte coécrit par un auteur avec qui on travaille. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je reviens. Non, mais on avait chacun du travail et on a commencé. Et ensuite, on s'est dit, puis on va recommencer. Dans lequel vous allez vous raconter? Oui, alors c'est assez bon, c'est drôle, hein, c'est comique, donc il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont moins vraies, il y a des choses fausses totalement, mais c'est toujours moi, puisque c'est la façon de le dire qui importe, je pense. Et alors, c'est un spectacle avec des chansons? Exactement. Il y aura des chansons? Il y aura aussi des chansons parce que moi, comme je vous disais, j'aime être en scène, donc j'aime parler, j'aime raconter des histoires, j'aime chanter et j'aime apostropher les gens. Donc il y aura de l'interactivité et ça sera j'espère que ça sera bien. Et ça, on est dans l'écriture, donc l'écriture, on ne sait jamais quand ça finit. Alors, vous faites aussi partie des Grosses Têtes sur RTL, présentées par Philippe Bouvard. Oui. Vous souhaitiez profiter de notre émission pour lui adresser un petit message. Depuis quand vous êtes aux Grosses Têtes? Ça va faire 3 ans, là. C'est ma 3e saison. Et comment vous vous sentez dans cette équipe? Trop bien. C'est-à-dire que j'arrive le matin, des fois, je suis... on a tous nos soucis. Bon, déjà, on les laisse. Il n'y a pas question de ça. Mais c'est-à-dire que même si je ne suis pas de bonne humeur, si je ne suis pas bien, je vais ressortir. Je vais me sentir plus intelligente. Je me serais bien marrée. Et j'aurais été... je me serais cherchée pour... très naturellement. On ne cherche pas à faire... Moi, je ne cherche pas à faire des bons mots. Je suis assez... C'est ça que j'aime chez Philippe. Et c'est ce que je voulais le remercier. C'est de nous laisser cette liberté. Tout en étant assez... il y a une ligne de conduite à avoir. Et de m'avoir fait confiance. Je te kiffe. Voilà. Mais si vous avez gardé, ça veut dire que vous êtes bonne, hein, parce que... C'est vrai, il me le dit souvent, t'es bonne. non, il dit pas ça. Il me dit, continuez à nous parler de votre vécu en insistant sur la dernière syllabe. Voilà ce qu'il me dit. J'aime beaucoup. Merci en tout cas d'être venu nous voir. On se quittera tout à l'heure avec votre single. Donc celui qui sort cet été, c'est Sur la route de Memphis, version reggae. Sur la route du reggae. Exactement. D'accord.
Ça a l'air génial. Ouais, tarde de l'écouter. Merci. Je vous avais reçu, Anne, il y a 1 an et demi sur un sujet encore trop souvent tabou, l'alcoolisme chez les femmes. Comment vous étiez-vous retrouvée sur notre plateau à l'époque? Alors, j'avais été prévenue par l'amie de ma fille aînée. Elle a vu l'appel à témoins de votre émission. Elle a envoyé tout de suite un SMS à ma fille Adèle en disant « ça serait bien que ta maman vienne témoigner dans l'émission de Toute une histoire ». Donc c'est comme ça que j'ai eu contact avec l'équipe de la production. Alors, vous étiez une mère de famille sans histoire et pourtant vous avez caché pendant des années votre addiction à l'alcool avant de découvrir donc où vous en êtes aujourd'hui. Je vous propose de revoir un récapitulatif en images des différentes étapes par lesquelles vous êtes passée. J'avais une vie bien rangée, j'étais professeure des écoles, j'avais 2 enfants. À 30 ans, Anne menait une vie heureuse et elle n'imaginait pas qu'un événement allait tout changer. J'ai voulu passer un examen pour devenir formatrice de l'éducation nationale. Je gérais mal ce stress de cet examen. À ce moment-là, j'ai basculé dans l'alcoolisme anxiolytique, vraiment. Ouais. Parce que c'est un super bon anxiolytique, l'alcool. Ça marche pas longtemps, mais sur le coup, ça enlève l'angoisse. Mal dans sa peau, la jeune femme était vite devenue dépendante à l'alcool. Le soir de vos 33 ans, qu'est-ce qui se passe? Je fais une fête, je suis bien imbibée, évidemment. Et Virginie me dit, donc une amie, rassure-moi Anne, tu bois comme ça que dans les fêtes, pas tous les soirs. Et là, j'explose en sanglots. Et je lui dis non, pas du tout. Mais à l'intérieur, je me dis, bon sang, je suis alcoolique. Cette prise de conscience lui avait finalement permis de se faire soigner. Je suis allée voir mon médecin qui m'a dirigée vers un centre d'alcoolologie. Pendant 1 an et demi, j'y allais tous les 15 jours. Pourtant, vous avez rechuté. Je vivais cette abstinence comme une injustice interplanétaire. Et alors, quel déclic vous a permis enfin de vaincre vos démons? Un groupe d'entraide. J'avais conscience de plein de choses, qu'on meurt de l'alcool. J'avais pas envie d'être amochée par l'alcool. J'ai beaucoup appris de ma rechute et elle a été salvatrice parce que depuis plus de 2 ans, je ne bois plus. Il faut trouver du plaisir dans l'abstinence parce que sinon, bon, inévitablement, on retourne dans le produit, quoi. Nancy, 2 ans plus tard, Anne est toujours abstinente et elle est débordante d'énergie. Bonjour. Depuis plusieurs mois, elle se rend notamment dans les lycées pour faire de la prévention auprès des jeunes. Je veux vous alerter sur la dangerosité de ce produit-là, même si je sais que vous y êtes déjà sensible. Alors, je vais vous lire un chapitre qui s'appelle « Les chiffres ». Les chiffres m'ont toujours servi de garde-fou. 49 000 décès par an en France en 2013. Je ne veux pas mourir de l'alcool. En livrant son témoignage, Anne espère éveiller les consciences sur cette addiction lourde de conséquences. Arrêter de boire pour arrêter de boire, ça ne peut pas fonctionner longtemps. C'est arrêter de boire pour faire quelque chose, c'est-à-dire pour profiter de la vie. Moi, je le remplis avec l'écriture, entre autres, avec les interventions que je fais auprès des jeunes publics, etc. D'avoir ce témoignage, ça nous met directement face à la maladie. Et donc, se dire, aussi pour nous, personnellement, faire attention, ça peut aussi nous arriver. Je pense que c'est important. Moi, je suis heureuse qu'on soit là à en parler, parce que quelque part, ensemble, on contribue à lever le tabou. C'est la parole. La parole peut libérer tout ça et peut changer ce regard-là. Et faire de la prévention, ce n'est pas l'unique mission qu'Anne s'est fixée. En animant également une émission de radio chaque mois, elle donne la parole à ceux qui, comme elle, osent lever le voile sur leur dépendance. Quête de liberté, une émission pour témoigner, pour informer. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au difficile sujet de l'anorexie. Et cette fois-ci, elle s'intéresse à toutes les formes d'addiction. Bonjour Marilyn. Bonjour Anne. Comment cela s'est installé dans ta vie? Alerter et témoigner, ce sont désormais les maîtres mots du combat mené par Anne.
Une nouvelle vie qui aujourd'hui la rend plus forte et dont Christine, son amie proche, est très fière. Comment tu vas? Très bien, très bien. Ça fait un moment, hein? Ouais. Depuis le temps. Allez, à la nôtre. Depuis l'année dernière, au fil des mois, je te vois changer. Je sais pas, plus calme, plus épanouie. Je parlerais de beauté intérieure qui se voit, mais... Mon parrain, dans mon groupe d'entraide, il m'a souvent dit qu'il fallait au moins 3-4 ans pour commencer à récolter les premiers fruits de l'abstinence, et je le sens. Je sens qu'effectivement, il y a un truc qui irradie en moi. Au mois d'août prochain, ça fera 4 ans. Et donc, je pense que je vais fêter mon anniversaire dans mon groupe d'entraide, et j'espère que tu seras là. Ben, je réserve la soirée, voilà. Avec plaisir. Ok, ça marche. 3-4 ans pour récolter les fruits de l'abstinence. C'est quoi? C'est le temps qu'il faut au corps pour se remettre? Pour moi, c'était quand même plus une dépendance psychologique. Donc, il faut du temps pour apprendre à plus avoir ces petits rituels, de rentrer chez soi après une journée de boulot, de se servir un verre, des choses comme ça. Il faut du temps. Moi, j'ai découvert que c'est pas... ça retombe aussi à un moment. La deuxième année d'abstinence a été difficile parce que, justement, au début, la première année, c'était un peu l'euphorie. C'était « ouais, j'arrête de boire, ça marche, c'est facile ». Et puis après, il y a des moments où ça plombe un peu, où ça devient morose, on ne comprend pas. C'est là où mon parrain me soutenait en me disant « mais attends, pas tout de suite, de la patience ». Et puis, au bout d'un moment, il faut prendre conscience de cette liberté que c'est en fait... Voilà. Ça vous a apporté quoi, le passage dans notre émission? Qu'est-ce que vous avez retenu des propos de nos invités? Alors, il y a une chose qui m'avait profondément marquée, parce que même si j'avais été touchée que cette jeune fille, cette amie de ma fille, me fasse part de l'appel à témoins, mine de rien, même si j'avais déjà fait une démarche, j'avais déjà publié ce premier livre, j'avais déjà été exposée dans des articles de presse, etc. Répondre à un appel à témoins, vous êtes mère de famille et alcoolique, bon, c'est un peu lourd quand même, enfin, c'est pas évident. Et je ne vous cache pas qu'au tout début de l'émission, en plus c'était la première fois que je vous rencontrais, donc j'étais un peu tendue, et j'étais soucieuse de la façon dont le thème, qui est délicat, extrêmement délicat, la maternité et l'addiction, j'étais très soucieuse de comment ça allait être de vous sentir jugée, de vous sentir... Voilà. Et l'un des premiers invités, ce n'était pas un invité plateau, c'était une des premières interviews filmées qui a servi de thème introductif. C'était le docteur Philippe Battel, qui s'est exprimé sur maternité et addiction. Et j'avais trouvé son discours extrêmement bienveillant. Alors, je n'ai pas ces mots exacts, mais il expliquait très bien que les mères de famille alcooliques faisaient de leur mieux pour remplir leurs tâches de maman et leurs responsabilités de mère et gérer leur consommation d'alcool. Et ça m'avait vraiment... j'avais senti un soulagement intérieur en me disant, bon, si c'est ça le ton de l'émission, c'est bon. Alors, au point que j'avais été tellement sensible à ce discours-là que j'ai éprouvé le besoin, en fait, de le contacter pour le remercier pour ces quelques mots. Et donc, après l'émission, je lui ai envoyé un mail, mais vraiment de quelques lignes pour le remercier. Et j'ai eu la grande surprise qu'à la lecture du mail, il m'appelle. Donc on a eu l'occasion d'échanger quelques mots. Du coup, je lui ai raconté, l'émission n'était pas encore diffusée, je lui ai raconté l'enregistrement, les différents parcours, l'angle sous lequel le thème avait été abordé. Voilà. Et puis, 1 an plus tard, j'ai écrit le manuscrit de mon deuxième livre, Après l'alcool, Chronique d'une abstinente libre et heureuse. J'ai envoyé le manuscrit avec une lettre lui disant que je serais vraiment très heureuse s'il acceptait de faire la préface. Et il m'a appelée et il m'a dit qu'il acceptait de faire la préface. Et je suis très heureuse parce qu'en plus, c'est une très très belle préface qui met un bel éclairage sur mon histoire. Voilà. Donc merci à toute une histoire qui m'a mis en contact avec le docteur Philippe Battel, qui est un médecin addictologue. Ok, formidable. Vous aviez souhaité témoigner justement en vous disant que peut-être que vous alliez aider d'autres personnes? La seule chose que je peux faire, c'est raconter mon histoire, en fait.
et en racontant mon histoire, je porte l'espoir de transmettre de l'espoir. Et c'est pas rien dans cette maladie-là, parce que sur les 49 000 décès par an, il y a 12%, ce sont des cas de suicide. Voilà. Et je sais, encore une fois, parce que je l'ai vécu, moi, qu'un témoignage peut avoir un impact très fort, peut donner le courage de se soigner. C'est ce que j'ai vécu après l'émission. Moi, j'ai eu contact avec des personnes via mon réseau social, par exemple, et il y a une jeune femme qui m'a dit « Je vous remercie, j'ai vu votre témoignage dans l'émission, j'ai pu mettre des mots sur ma conduite addictive, j'ai pu en parler à ma thérapeute alors qu'elle était suivie mais elle ne mettait pas ce mot-là. Et puis du coup, moi j'ai proposé, elle est de ma région, donc j'ai pu l'accueillir dans mon groupe d'entraide. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous sens presque plus émue que la dernière fois. Je sais pas, je sens un truc. Oui, bah écoutez... Oui, je suis émue d'être parmi vous. D'abord, on est super bien accueillis. C'est une équipe vraiment formidable. Et puis, les fruits de l'abstinence, c'est peut-être aussi lâcher le produit. Et puis surtout, travailler la pleine conscience de tous les petits plaisirs quotidiens que je peux redécouvrir, savourer pleinement, des petites choses simples. Et puis, j'ai appris à prendre soin de moi aussi, donc est-ce que c'est ça, voilà. Et vos filles, elles sont fières de vous? Alors oui, je pense que mes filles, oui, je pense parce qu'elles adhèrent, elles soutiennent vraiment ma démarche. Alors là aussi, l'émission a eu un impact parce que au tout début, quand j'ai sorti mon premier livre, Éclat de verre, bon, elles soutenaient vraiment la démarche, mais l'une de mes filles m'a confié un jour que c'était pas facile pour elle qu'on parle de sa maman comme d'une personne malade alcoolique. De la même manière que c'était pas facile pour vous. Alors voilà, je comprenais complètement, évidemment. Elle m'a bien précisé que le livre c'était super, qu'il fallait que je le fasse, que je témoigne en public, c'était bien, mais qu'elle avait une gêne par rapport à ça. Et en fait, quand je suis passée à votre émission, je crois qu'elle n'a pas fait trop de promos sur l'émission dans son entourage de copines. Mais il y a des copines à elle qui m'ont découvert à la télé, qui ont découvert mon histoire et qui spontanément envoyaient des SMS à ma fille en disant « Il y a ta maman à la télé, c'est super ce qu'elle fait ». Et je pense que du coup, ce regard-là des copines a permis aussi à ma fille de se libérer aussi de cette gêne-là, je pense. Et puis, je les ai invitées je le dis dans le sujet, je fête mon anniversaire dans mon association d'entraide, mon anniversaire d'abstinence. Et j'ai invité mes 3 filles à venir. Ça, c'était important. Parce que, par exemple, la petite, elle me voyait partir régulièrement en réunion. Le fait de voir où est-ce que ça se passe, comment ça se passe, et puis ça permet aussi d'acter un petit peu le parcours. Donc ça, c'était un moment de partage fort. Ouais. Eh bien, bravo pour ce chemin. Comment s'appelle le dernier livre? Le dernier livre s'appelle « Après l'alcool, chronique d'une abstinente libre et heureuse ». Bravo pour Merci. ce beau chemin. Princesse, voulez-vous signer le grand livre de l'histoire continue? Merci à tous pour vos témoignages. Merci de votre confiance, de votre fidélité. À bientôt. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Passion amoureuse, c'est toujours enthousiasmant. Il est arrivé dans ma vie et ça a été coup de foudre. Je me réveillais le matin avec son sourire. C'était du bonheur du matin jusqu'au soir. Mais à trop aimer, on peut parfois y laisser des plumes. Jusqu'à ce que je trouve des textos sur son portable. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas ce que faisaient ces textos. Enfin, c'était des réponses enfantines. C'était quelqu'un de très sympathique pour les autres. Très drôle, très populaire.
Mais avec moi, c'était l'horreur. Pourtant, malgré tout ça, je ne pouvais pas me passer de lui. Je l'aimais à un point que j'acceptais tout. Tout. C'est-à-dire? Il était avec sa copine dans une chambre et moi dans l'autre. Mais comment s'extirper de ces histoires passionnelles destructrices? J'aimerais tellement me dire je l'aime plus et ce serait tellement plus simple. Pourquoi je suis restée? Pourquoi? Il fallait que je sorte de cet engrenage. Je me suis dit, bon, il faut que je me protège, il faut que je me mette des barrières, il faut que je le quitte. Mais avec le recul, je ne le regrette pas. See a street.